Cela fera 6 mois dimanche que la guerre a commencé en Israël et ils sont toujours 134 otages aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, donc, on l'a dit, 3 Français, Ohad Yahalomi, Orion Hernandez Radou et Ofer Calderon. Ofer qui avait été enlevé par le Hamas à Nir Oz le 7 octobre avec ses 2 enfants, Erez, 12 ans, et sa sœur Sahar, 16 ans. Eux ont été relâchés il y a quelques semaines, fin novembre, dans le cadre d'un accord justement avec le groupe terroriste du Hamas. Les enfants qui ont pu retrouver leur maman, une immense joie, incomplète pour la famille toutefois, car leur père donc reste toujours à cette heure-ci enfermé à Gaza, Ofer qui a eu 53 ans il y a quelques jours. Et justement pour en parler, pour ne pas les oublier, nous sommes en direct, en studio, avec le cousin d'Ofer Calderon, Ange-Dan Calderon. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous êtes en effet un cousin d'Ofer et de Hadas. Vous faites partie de l'association 7 octobre Vie brisée en Israël. 6 mois maintenant que cet enfer pour votre famille a commencé. Ange, aujourd'hui une question, comment vont les enfants? Est-ce que vous avez des nouvelles justement de leur vie aujourd'hui? Oui, bien sûr, ils sont extrêmement traumatisés, comme chacun peut le penser, notamment Sahar, qui a du mal à reprendre une vie normale, qui a vécu toutes ces journées et heure par heure la peur d'être violée, sachant elle ce que ça voulait dire, alors que son petit frère n'avait pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Ils étaient séparés, elle avait vécu dans une angoisse terrible pendant tous ces jours de détention. Elle a vraiment du mal à s'en remettre. Tout comme on parle peu des gens qui ont survécu dans les kibboutz et qui sont traumatisés, comme son frère, par exemple, Rotem, qui est resté plusieurs heures en tenant la poignée de la porte de l'abri dans lequel il était réfugié. Lui-même est aussi terriblement traumatisé. Ils sont traumatisés, justement. Comment ils se reconstruisent? Est-ce qu'ils sont suivis par les autorités israéliennes? Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ça? Oui, de ce point de vue, malheureusement, Israël a l'expérience de ce genre de choses. Ils vont peut-être manquer de bras vu le nombre de personnes atteintes par ce genre de traumatisme. Ils sont individuellement suivis par une équipe médicale avec des personnes dédiées tant sur le plan médical que sur le plan psychologique. Alors le combat se poursuit pour tenter de ramener les otages à la maison. Les pourparlers pour les négociations pour la libération des otages se poursuivent. L'équipe de négociateurs israéliens est rentrée d'ailleurs d'Égypte, du Caire, hier soir dans l'attente d'une réponse du Hamas. Avec quel regard vous observez, vous, ces pourparlers, Ange? Un regard triste, car de négociation en négociation, on voit l'attitude du Hamas dont on ne parle pas assez. Leur refus d'arriver vraiment à un accord. Et on ne parle pas assez de Sinoir, d'Ismaïl Haniyeh et de l'Iran derrière. On parle beaucoup de Netanyahou, certes, et de sa radicalité sur certains points, mais on évoque très peu dans les médias celle du Hamas, qui refuse à chaque fois les propositions et a des exigences absolument intolérables. Voilà. Et pour vous, c'est important de dire que c'est le Hamas, justement, qui est responsable aujourd'hui de l'échec de ces négociations? Bien sûr, on ne le dit pas assez, c'est l'Iran derrière et le Hamas qui font monter les enchères, si on peut dire, le mot est terrible, mais c'est de ça qu'il s'agit, qui font monter les enchères d'une manière inacceptable pour Israël et qui refusent, en fait, de fait, une véritable négociation. J'avais dit dans un temps, et je pense que Netanyahou aurait dû le faire, qu'il aurait dû faire une espèce de chantage. À l'inverse, pour montrer jusqu'où était prêt à aller le Hamas, il aurait dû dire, voilà, on arrête nous, tout, 7 jours. On vous laisse 7 jours, on n'avance plus, on vous laisse 7 jours, libérer les otages. Et à ce moment-là, le Hamas aurait dévoilé sa vraie face, car il n'aurait pas libéré les otages. Il ne veut pas le faire. Ce matin, on a entendu le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meir Habib, dire qu'il ne fallait pas trop, en tout cas entre guillemets, parler des otages, car cela donnait justement du pouvoir au Hamas qui augmentait le prix, plus on en parlait. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations? Oui, ça, on dit ça depuis le début. Il est certain qu'il y a une partie cachée dans cette affaire. Beaucoup de gens imaginent que les Thaïlandais ont été libérés contre quelques sacs de riz. Il est notoire que derrière l'échange des prisonniers, il y a d'autres choses dont personne ne parle, qui sont en jeu. Donc, de ce point de vue, M. Meir Habib a raison. Il ne faut pas faire monter les enchères. Néanmoins, encore une fois, je pense que le Hamas ne veut pas libérer les otages. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant et qu'il aurait fallu mettre en avant encore plus pour montrer au monde que c'est le Hamas qui est responsable, que c'est le Hamas qui a déclenché une guerre civile dès le départ. Le Hamas a déclenché une guerre civile.
Et aujourd'hui, on ne parle plus que des civils de Gaza. Le problème est là. L'image d'Israël est totalement altérée dans le monde entier. Il faut accepter qu'Israël a perdu la guerre de la communication et de l'image aujourd'hui. On va justement parler de cela. Vous évoquiez Benjamin Netanyahou, justement les manifestations contre le Premier ministre israélien et pour la libération des otages ont fusionné et se multiplient en Israël depuis quelques jours maintenant. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence justement sur la guerre, sur les pourparlers pour libérer les otages ? Malheureusement, 6 mois, c'est long, c'est très long, c'est trop long. Et les fractures qui existaient dans la société israélienne avant le 7 octobre et qui s'étaient totalement estompées suite au 7 octobre, sont en train de réapparaître. Et le pays apparaît dans ses divisions, pour ne pas dire dans ses fractures. On a les manifestations des orthodoxes comme on a les manifestations des familles des otages, et ils sont totalement opposés les uns aux autres. Ça met en cause le système politique israélien lui-même, de la proportionnelle, de l'absence de constitution, qui fait qu'actuellement, le pays, de plus en plus, à la grande joie, malheureusement, de l'Iran et du Hamas, face à ces divisions internes, se trouve dans une espèce d'impasse. Les familles des otages ne sont pas d'accord entre elles, d'ailleurs, sur la stratégie d'Israël à suivre. Certaines sont pour qu'on accepte tout de la part, justement, du Hamas, et certaines non. Certaines manifestent aussi pour que les camions humanitaires ne rentrent pas dans la bande de Gaza. Comment vous observez cette situation ? Avec tristesse, mais c'est le propre d'un groupe humain. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y a des divisions, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions au-delà des divisions. Vous comprenez, ça devient de plus en plus difficile. Vous comprenez qu'on puisse refuser justement aujourd'hui que des camions d'aide humanitaire entrent dans la bande de Gaza tant qu'on n'a pas des nouvelles des otages, tant que les otages ne sont pas soignés. On n'a aucune nouvelle des otages depuis 180 jours maintenant. Je le comprends très bien. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On aurait dû, nous, faire un chantage au Hamas. Quand je dis nous, je m'associe donc totalement à Israël. On aurait dû, nous, mettre en évidence les exigences du Hamas d'une manière plus claire aux yeux du monde. Aujourd'hui, personne, encore une fois, ne parle assez de Sinwar et de l'Iran. J'ai des amis très cultivés qui ne savent pas qui est Yahya Sinwar et Ismail Haniyeh. Ils sont pourtant d'un niveau tout à fait correct sur le plan de la culture, mais comme personne n'en parle, souvent personne ne les connaît, on ne connaît que Netanyahou. Alors, vous évoquiez les critiques justement contre l'État d'Israël. Vous dites qu'Israël a perdu la guerre de la communication. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand on accuse Israël de crimes de génocide, par exemple, comme on l'a vu en Afrique du Sud ? Bien entendu, je suis contre l'emploi de ce terme, mais je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Pour nous défendre, beaucoup de mes amis dans les différents groupes de discussion citent à juste titre les bombardements des Alliés contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On parle beaucoup de Dresde, on oublie Hambourg, où des dizaines de milliers de civils ont été tués. La grande différence, Ilana, c'est qu'aujourd'hui, il y a les téléphones cellulaires et les réseaux sociaux. Donc on ne peut plus se comporter comme du temps de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là le problème. Et c'est là où Israël est en train de perdre la guerre de l'image, encore une fois, et de la communication. Donc, bien sûr, je comprends l'attitude des gens qui exigent les otages d'abord, l'aide humanitaire après. Je le comprends, mais je pense que ça ne va pas forcément dans le bon sens pour l'image d'Israël. Alors ça ne va pas dans le bon sens. Déjà 6 mois de guerre, tous les objectifs de la guerre n'ont malheureusement pas été remplis. Donc la destruction totale du Hamas, comme l'avait promis Benjamin Netanyahou, le retour de tous les otages qui sont toujours dans la bande de Gaza. Alors ça pousse à nous interroger aussi sur la stratégie militaire d'Israël. Comment vous voyez la suite des événements, vous ? Je la vois triste et malheureuse. Malheureusement, nous perdons des jeunes hommes, des soldats dans la force de l'âge, quand on voit leur sourire sur les images, en sachant qu'ils viennent de mourir, c'est d'une tristesse infinie. Il ne faut pas oublier cela. Je pense que... Vous êtes pessimiste ? Vous êtes plutôt pessimiste ? Je pense que tout se finit un jour par des négociations. Et plus tôt elles se feront, mieux ce sera. C'est une des guerres les plus longues qu'Israël subit.
La guerre des 6 jours, bien entendu, n'a pas duré longtemps. La guerre d'indépendance a duré longtemps. Seule la guerre d'indépendance a duré plus longtemps que 6 mois. Hein? Alors, bien sûr, il y a du mouvement en France. En tout cas, vous tentez de faire bouger les choses en France pour qu'on n'oublie pas les otages, pour qu'on continue à parler d'eux. Vous êtes membre de l'association 7 octobre Vie brisée. Alors, quelle est cette association? Est-ce qu'on peut en parler, Ange? Bien sûr, nous avons au départ la famille Calderón un petit peu fondé cette association dès les jours qui ont suivi le 7 octobre pour essayer au maximum d'œuvrer pour la libération de tous les otages et principalement des otages français puisque, comme je dis, nous sommes en France, donc on ne peut pas œuvrer d'une manière claire pour les Thaïlandais ou autres. Ouais. Et vous êtes en lien d'ailleurs avec les autres familles franco-israéliennes, la famille de Ohad Yahalomi, de Orion Hernandez Radou? Bien sûr. Je les ai rencontrés personnellement lors de la cérémonie organisée par Monsieur Macron, Monsieur le Président Macron. Donc aussi bien la maman d'Orion que les frères et sœurs de Ohad, qui est du kibbutz Niroz également, donc qui est un ami, un voisin de Ofer. Ouais. Donc toutes les familles, les 3 familles qui restent se connaissent les uns les autres. Se rencontrer, partager des informations, s'entraider, c'est votre mission aujourd'hui, en tout cas, Ange-Dan Calderón. Si on veut vous rejoindre, bien sûr, j'imagine que c'est possible. Oui, bien sûr, il suffit donc de taper sur Google Vie brisée et d'adhérer à notre association. Eh bien, merci beaucoup, Ange-Dan Calderón. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J. On espère bien sûr très bientôt la libération de tous les otages, 134 toujours dans la bande de Gaza, et donc 3 Français. Il faut rappeler leur nom: Ohad Yahalomi, Orion Hernandez Radou et donc Ofer Calderón, votre cousin qui a fêté malheureusement ses 53 ans à Gaza, seul, sans sa famille. Il faut penser à lui. Merci beaucoup. Merci à vous, Ilana. Merci.